que vous aussi, à la maison, vous m'entendez bien. Je suis Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège d'administrateurs de société. Et il me fait plaisir d'être avec vous pour une deuxième fois cette semaine afin qu'on poursuive la réflexion avec Michel. Ce fut très enrichissant. On a eu plusieurs questions. On a pu ensemble nourrir notre réflexion pendant la dernière semaine. Vous avez été aussi nombreux à soumettre de nouvelles questions. Alors, on reprend. Vous allez bien, M. Clair? Oui, bonjour Chantal. Ça va bien malgré les circonstances et je suis content de voir qu'on a eu pas mal de questions, beaucoup de commentaires la semaine dernière. Alors, ça me fait plaisir encore une fois, bien modestement, de me prêter à l'exercice avec vous. C'est extrêmement précieux. Merci infiniment. Donc, on va effectivement passer en rafale. On avait plusieurs questions qui n'avaient pas été répondues mercredi passé. On va passer en rafale quelques-unes de celles-ci, mais on a déjà des questions qui arrivent. Alors, on va essayer de faire ça de façon la plus concise possible. Je vous en envoie déjà une. Alors, on va pouvoir, d'entrée de jeu, car on a 30 minutes et fidèle à nos habitudes, on va tenter de respecter notre plage horaire. Michel m'a donné l'autorisation de lui dire si jamais il s'emballe trop et ses idées sont développées, de le ramener, mais en même temps, on a tous soif de vous entendre. Alors, première question qui a été soumise par François Massicotte. Je ne sais pas si François est là aujourd'hui. Je vous salue. François, j'espère que vous allez bien. Votre question, les OBNL sont souvent fragiles financièrement et c'est le cas d'un OBNL dans laquelle je suis personnellement impliquée. Monsieur Clair, avez-vous des conseils particuliers outre de couper au maximum dans les dépenses, incluant de couper les salaires? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Bien, j'avais 4 idées principales. La première, c'est de profiter des programmes gouvernementaux. Les OBNL peuvent être tentés de réfléchir en pensant qu'ils sont exclus des programmes gouvernementaux, alors que ce n'est pas le cas. Deuxième idée, voir si c'est possible, grâce à ces programmes et puis à différentes initiatives, de maintenir le lien d'emploi avec les salariés parce que si on veut les fidéliser, puis si on veut, peut-être, troisième idée, de les solliciter pour nous aider à poursuivre en partie les activités, peut-être à titre de bénévole, ce qu'on ne peut pas vraiment s'attendre dans une entreprise à but lucratif, mais ce qu'on peut peut-être envisager partiellement dans une organisation à but non lucratif. Et de cette manière-là aussi entreprendre peut-être avec de la sollicitation. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui soutiennent des organisations pour convertir leur production vers le télétravail. Il ne faut pas se gêner pour les solliciter. Et dernière idée, peut-être pour la relance, préparer une campagne de sociofinancement. C'était les 4 idées qui me venaient à l'esprit en regardant cette question-là. Alors, il ne faut pas se gêner, il faut profiter des avantages qu'on peut avoir dans les programmes gouvernementaux et du statut d'OBNL. Très judicieux. Une autre question, André Vuillet, qui est un formateur du collège que vous avez peut-être eu si nous avons des ASC qui sont au poste. En tout cas, on voit François qui nous dit qu'il va bien. Alors, André nous demande, selon vous, M. Clair, si nous sommes à un moment de rupture qui pourrait inspirer de nouvelles façons de faire, notamment en matière technologique et environnementale. Oui, j'en suis personnellement convaincu. Je pense que nous sommes à un tournant, qu'il va y avoir des réflexions en profondeur, une prise de conscience des enjeux globaux et pour l'espèce humaine globalement, sur le plan environnemental, sur le plan climatique. Et donc, ça va impacter l'ensemble des organisations et je le pense positivement. Maintenant, je pense aussi que de manière plus concrète, l'achat local dans les chaînes d'approvisionnement, on sait qu'aujourd'hui, l'économie fonctionne sur des très longues chaînes d'approvisionnement, souvent internationales et avec des flux tendus ou just in time, comme on dit, c'est-à-dire donc sans beaucoup d'inventaire. Je pense que ça va être appelé à changer dans tous les cas où on peut avoir des opportunités différentes de s'approvisionner et de fonctionner. Donc, oui, je pense qu'on est à un moment est-ce que c'est de rupture, mais d'évolution rapide, en tout cas, qui va se produire, selon moi, dans la façon de produire des biens et services. Et les technologies vont jouer un rôle et la préoccupation environnementale va prendre de l'amplitude. Nul doute. Une autre question rapidement. Sylvie, alors je n'ai pas de nom de famille, donc Sylvie. Avez-vous réfléchi à l'impact de la crise dans le domaine philanthropique au cours des prochaines années?
D'un côté, des choses, une perspective négative, de l'autre, une perspective positive. La perspective négative, c'est que c'est sûr que sur le plan de la philanthropie, qui dit philanthropie dit ressources financières qui sont disponibles et qui entrent la plupart du temps dans ce qu'on peut appeler les dépenses discrétionnaires des personnes ou des familles. Donc, si on a moins de revenus, ça risque d'impacter négativement la philanthropie. Cependant, le côté positif, je pense, de la crise actuelle, c'est le renforcement de la solidarité humaine, comment je dirais, dont la propension à mieux comprendre que nous dépendons tous des uns des autres et que devant ce virus, par exemple, il n'y a pas ni de riches ni de pauvres, puis pas tant que ça de jeunes et de vieux, on est tous interpellés, tous des victimes potentielles. Donc, je pense que pour les organismes en philanthropie, il va y avoir du positif dans cette crise-là provenant d'un renforcement de la solidarité humaine et que très certainement, si j'étais conseiller stratégique ou de marketing d'un organisme philanthropique, je mettrais l'accent là-dessus. Attention, votre téléphone va se mettre à sonner, M. Clerc. Vous allez avoir des appels. Prochaine question de Louise Fecteau. Quel est le rôle du CA dans la préparation d'un plan de reprise des activités compte tenu des incertitudes présentement sur la date, les moyens, les conditions? Bien, je me permets d'être un petit peu plus long sur la réponse à celle-ci parce que ça rejoint une autre question qu'on avait sur le plan stratégique de la reprise. Alors, pour moi, si je n'avais qu'à retenir 4 mots, je dirais aujourd'hui réfléchir et noter, puis pour préparer, planifier et agir rapidement après la reprise. En quelque sorte, là, la situation oblige toutes les organisations à réviser rapidement leur plan stratégique. Je ne pense pas qu'il n'y a aucun plan d'affaires annuel ni aucun plan stratégique qui va tenir la route comme si de rien n'était. Maintenant, pour se positionner comme conseil d'administration, moi, j'essaie de réfléchir en termes de 3 objectifs stratégiques et puis 3 objectifs plus tactiques ou opérationnels. Mes 3 objectifs stratégiques, c'est sûr que, premièrement, c'est de renforcer notre agilité opérationnelle. Ça peut vouloir dire, comme je le mentionnais tantôt, de revoir notre chaîne d'approvisionnement, voir si on peut avoir des alternatives plus sécures, entre guillemets, pour notre entreprise. Donc, revoir notre agilité opérationnelle comme objectif stratégique. Le deuxième, améliorer la résilience de notre organisation. On a tous mangé une volée, comme on aurait dit chez nous, par les événements, alors on veut en sortir plus fort. Donc, on va réfléchir en termes de gestion de risque, en termes de continuité des affaires, renforcer la résilience de notre organisation. Le troisième grand objectif stratégique, je dirais, améliorer notre bilan ESG, notre bilan environnement, société, gouvernance. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va y avoir une attente dans l'opinion publique locale et planétaire pour des organisations qui se préoccupent davantage de l'environnement, de leur impact social et de la qualité de la gouvernance. 3 objectifs plus opérationnels ou tactiques, mais qui interpellent aussi tous les conseils, c'est d'identifier toutes les ressources financières disponibles. Est-ce que mes actionnaires peuvent me suivre si j'ai un nouvel appel de capital? Les ressources financières de mes institutions financières, mais aussi des programmes gouvernementaux. Donc, une préoccupation de rassembler des ressources financières pour être prête à redémarrer. On commence ça maintenant. Le deuxième objectif plus opérationnel, tactique, c'est de redimensionner notre relance. C'est-à-dire, je ne pense pas que personne là, va pouvoir rentrer dans l'usine ou dans le bureau simplement le 4 mai au matin ou peu importe la date, appuyer sur le bouton et tout va se remettre en marche comme c'était. Donc, il faut redimensionner notre plan d'action, notre plan d'affaires annuel. Ça veut dire sur le plan des ressources matérielles, des ressources informatiques, des ressources humaines, etc. Dernière préoccupation tactique, la formation de nos ressources humaines. Si on doit redémarrer dans des conditions nouvelles
eh bien, profitons du fait que le gouvernement offre des programmes de formation pour les entreprises qui sont très largement, voire totalement subventionnés, pour s'assurer que quand on va repartir avec les ressources financières qu'on a déjà entrevues ou établies, avec une dimension de reprise qui est appropriée aux circonstances et des ressources humaines qui sont bien formées. Je m'excuse d'avoir été long, Chantal. Non, c'est parfait. Vous êtes pardonné parce qu'on avait au moins 5, 6 questions qui traitaient effectivement de la planification stratégique, de la reprise. Donc, ça a permis de couvrir plusieurs questions à la fois. C'est parfait, je vous pardonne. C'était très intéressant de toute façon. Dans cette idée-là, c'est bien d'avoir ces 6 points, ces 3 perspectives à chacun des angles. Il y a quelqu'un qui nous posait la question du rôle spécifique de l'administrateur dans le bilan de l'après-crise. Donc, évidemment, on a noté la dernière fois, pour ce qui est de la relance, prendre des notes, mais comment on peut... parce qu'on n'est pas tous impliqués au même niveau. Donc, il y a des administrateurs présentement comme vous, dans les CA où vous êtes, qui travaillez, qui êtes consultés. Il y a des endroits où c'est moins le cas, mais dans le bilan, comment on peut contribuer à faire parce que je pense qu'il va falloir prendre des notes de ce qu'on vient de vivre pour la suite, pour l'éventuelle prochaine crise. Comment vous voyez le rôle de l'administrateur à ce chapitre-là? Bien, je pense que comme administrateur, c'est important quand on fait le bilan, qu'on fasse un bilan dans le sens proactif. Autrement dit, pas faire un bilan juste des malheurs qui nous sont tombés dessus et des difficultés qu'on a rencontrées. Ça, elles sont implacables, elles existent. Mais c'est plutôt de faire un bilan pour les fins de décision futures. Donc, d'avoir une approche proactive comme administrateur pour contribuer à dégager une nouvelle vision stratégique, une nouvelle direction, puis établir avec le conseil et puis avec la direction ce que j'appelais tantôt là, le plan stratégique de redémarrage. Donc, si c'est vrai que pour le collectif du conseil d'administration, c'est très important à ce moment-là que chacun des administrateurs, on a tous une perspective individuelle. On a tous là une expérience de vie, une expérience professionnelle qui est particulière et on ne sera pas sensible nécessairement aux mêmes choses. Donc, c'est important qu'on apporte chacun notre originalité, mais encore une fois, dans le sens de faire un bilan pas tant d'atermoiement, même si c'est très triste, mais on n'est pas là pour seulement s'atermoyer, si le verbe existe. On n'est pas là seulement pour pleurer, je dirais, les difficultés que la vie, que la réalité nous impose, mais qu'on se mette dans une approche proactive pour avoir une pleine contribution à l'établissement de la nouvelle stratégie de sortie de crise de l'organisation où on travaille comme administrateur. C'est ça pour moi la contribution qu'on peut avoir. Entièrement d'accord. Une question qui nous venait de Daniel Saint-Ange qu'on a reçu en fin de semaine. J'espère que Daniel se porte bien. Daniel a une responsabilité comme président d'un conseil d'administration d'OBNL, propriétaire et gestionnaire de 2 sites, de 2 sites naturels. Alors, il est en mode gestion sécurité civile et il y a une question d'accès sécuritaire aux marais notamment. Bref, en situation de crise, leur gouvernance est bouleversée, puis on appelle ça une lente collégialité dans le courriel de Daniel. Une lente collégialité recherchée des décisions d'un CA doivent passer à un autre schéma décisionnel. C'est pas évident, c'est pas tous les administrateurs qui sont en mesure d'arriver à cette fin-là rapidement. Alors, peut-on, dans chaque CA, apprendre de la présente crise pour avoir dans nos cartons à l'avenir un autre plan de match en lien avec une gouvernance traditionnelle? Bien, certainement, Daniel soulève une question très importante, à savoir, la crise que nous traversons montre bien à quel point c'est primordial d'avoir un plan de gestion de crise dans toutes les organisations. Des organisations sans but lucratif du type dont on parle ici, on ne s'attend pas un jour à avoir à prendre des mesures, par exemple, pour empêcher l'accès
alors qu'habituellement, au contraire, on cherche à attirer des gens. Donc, ce que ça met en évidence pour moi, l'expérience là qui semble avoir été un peu laborieuse, disons, pour dégager des consensus, c'est certain qu'en état de crise, ça n'est pas le moment ni de changer les joueurs, ni de remplacer la direction par des décisions de conseil ou des réunions de conseil, je devrais dire, qui aboutissent dans l'indécision. Il y a des décisions qui doivent être prises, des gestes qui doivent être posés, mais ça va être beaucoup plus facile de le faire si on a un plan de gestion de crise, qu'on a déjà établi comment on allait procéder dans un cas de bouleversement majeur et souhaitons que toutes les organisations, tous les administrateurs là, qui nous écoutent se préoccupent dans leur organisation de la mise à jour de leur plan de gestion de crise pour le futur. C'est certainement une leçon dont on va tous bénéficier dans l'avenir. Oui, j'imagine effectivement que tout le monde va s'affairer à revoir ou à rédiger un nouveau plan de gestion de crise, certainement. On a une question de José Morin. Bonjour José, qui est d'ailleurs très actif sur différents conseils d'administration, dont certains à l'extérieur du Québec. Et la question est la suivante. Quand les cellules de crise sont en activité, les entreprises tombent beaucoup en mode opération. Vous en avez parlé, Michel, tout à l'heure. Et le conseil doit alors jouer un rôle de surveillance, surtout dans les PME privées. Elle cherche une façon de rester utile et de supporter l'équipe de gestion dans leur rôle. Avez-vous des recommandations? Bien, je pense que la réponse est dans la question. C'est sûr que la présence ou l'assistance du conseil d'administration auprès de la cellule de crise est à juger selon les circonstances. Si les circonstances le permettent, le plus près, c'est le mieux. Dans le sens que le conseil d'administration peut être très supportant près de la direction générale pour agir un peu comme organisme conseil plus qu'instance conseil plus qu'instance strictement décisionnelle. Parce que la direction peut vouloir valider son approche, même si elle a les pouvoirs d'agir, et c'est fort possible et louable que la direction veuille se tenir au fait. Donc, nous, comme administrateurs, comme président de conseil, il faut qu'on soit alerte, disponible et compréhensif. On n'est pas là pour faire des reproches, pour faire de la gestion, je veux dire, d'estrade comme administrateur, mais on est là vraiment pour appuyer la cellule de crise et s'ajuster aux circonstances. Et si la direction là, fait le moindrement de travail approprié, j'allais dire, on ne lui casse pas les pieds. On est là pour l'aider à réfléchir, l'aider à prendre des meilleures décisions dans l'urgence, mais non pas pour la remplacer ou lui faire des reproches sur telle petite chose ou tel petit élément. Non, certainement pas. Je pense qu'au contraire, ce que José souhaite, c'est voir comment faire pour être utile, comme on en discutait juste avant. Donc, c'est davantage dans cette perspective-là où on essaie de trouver des solutions pour contribuer et non pas pour freiner. Mais il faut s'offrir. Il faut s'offrir. Il faut être disponible, il faut s'offrir, puis il faut suivre les événements pour être pertinent aussi. Oui, s'offrir, c'est intéressant, effectivement. Une autre question qui nous vient de Pauline d'Amboise. Donc, bonjour. D'ailleurs, la dernière fois, Mme d'Amboise aussi était présente et nous avait marqué un petit message nous indiquant que la GA de Desjardins avait été tenue entièrement en ligne. Je pense qu'il y avait 900 personnes. Ça sera intéressant. Quel bel exemple. Et bonjour, Pauline. Oui. Donc, la question, pour gagner en agilité pendant cette période de crise, est-ce que vous croyez que la formation d'un comité spécial du CA est une bonne pratique pour suivre de plus en plus près la situation, tout en allégeant les travaux réguliers du CA, en n'y apportant que les sujets qui sont obligatoires? Tout à fait, Pauline, vous avez tout à fait raison. C'est très possible d'abord, au niveau du conseil d'administration en temps de crise, pour améliorer l'agilité opérationnelle immédiate, c'est certain que tous les sujets là, qui peuvent attendre au conseil d'administration
c'est pas le temps de les amener au conseil là, pour les secrétaires de conseil, s'il y en a qui nous écoutent. On est en dehors de l'agenda usuel de notre conseil. Alors, c'est bien possible aussi qu'il y ait au conseil d'administration des administrateurs qui ont plus ou moins d'expérience en gestion de crise et que justement, dans l'esprit de soutenir la direction, qu'il y ait un sous-comité ad hoc ou ça peut être le comité de gestion de risque, par exemple, mais un sous-comité dont la vocation temporaire est justement celle de servir de boîte à réflexion, de support à la direction en ce moment-ci. Alors, c'est certainement une très bonne suggestion et c'est d'autant plus vrai si on a des conseils qui sont formés de beaucoup de personnes. Si on a un conseil qui est formé de 7 personnes, par exemple, ou de 5 personnes, parfois, c'est très facile de réunir tous les membres. Si on a un conseil de 11, 13, 17 personnes, à ce moment-là, je pense que ce serait une bonne pratique, oui, de plutôt dégager un sous-comité temporaire avec les personnes les plus habiles à supporter la direction en temps de crise. Ça fait beaucoup de sens. On a une question de M. Gérard Dufour, qui est ASC aussi. En fait, sa question, puis on en a une autre qui est pas... que la personne ne s'est pas nommée, mais en fait, M. Dufour est administrateur d'un CA d'un CIUS. Puis, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le lien et communication entre le PDG des CIUS, les CIUS, le ministère, oups, il vient de bouger mon écran, pardon. Le ministère, bon, est plus direct et la structure plus traditionnelle du conseil, de la gouvernance est mise en pause. Puis on a la question aussi qui nous est soulevée par rapport aux entreprises privées où il y a un actionnaire, où plusieurs PDG présentement communiquent directement avec leur actionnaire majoritaire pour les prises de décision, les discussions. Alors, la forme plus traditionnelle de la gouvernance à ce moment-là est peut-être effectivement mise en pause, c'est le bon terme. Quel est votre point de vue là-dessus, M. Clerc? Eh bien, c'est une question délicate. C'est une question délicate tant sur le plan public, des organisations publiques de type CIS ou CIUS, que pour les organisations privées. Parlons d'abord des organisations publiques. C'est sûr que dans une situation de crise, dans le cas d'une organisation publique comme un CIS ou un CIUS, l'autorité constituée, j'entends l'Assemblée nationale, le premier ministre, les ministres, sont dans l'intérêt social et public général légitimés de concentrer temporairement le pouvoir. On le voit là, sur le plan de la santé publique et sur le plan des approvisionnements, par exemple, que le ministère de la Santé a concentré les approvisionnements et la gestion des stocks pour des fins d'optimisation dans l'intérêt public général. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, comme administrateur, on peut se sentir un peu mis de côté et ça va avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut savoir s'ajuster. Peut-être que notre rôle au point de vue de support de la direction générale va être plus un rôle, j'allais dire, de veiller à l'optimisation dans notre région s'il y a des situations particulièrement difficiles, s'assurer que la communication au plus haut niveau se fait. Maintenant, mais les administrateurs n'encourent pas vraiment une responsabilité légale, personnelle importante. Dans le secteur privé, eh bien, notre devoir de surveillance comme administrateur, il n'est pas effacé par la crise. Hein. Légalement, notre devoir de surveillance, c'est-à-dire d'exercer une surveillance sur la direction générale, sur les grandes décisions, les grandes orientations, avec une contribution qui va dans le sens de notre devoir fiduciaire, de fidélité, de diligence, de décision, d'analyse raisonnable, éclairée. Donc ça ne change pas. Alors, il faut cependant savoir trouver le juste milieu. C'est normal que s'il y a un actionnaire, disons, majoritaire à 90 que c'est inévitable, c'est humain que l'actionnaire va vouloir communiquer directement avec la direction générale. Mais c'est légitime aussi, comme administrateur, de dire « Coucou,
est-ce qu'on pourrait, malgré la difficulté, avoir une réunion de conseil pour qu'on puisse au moins être au fait puis avoir une contribution de surveillance minimale, mais d'intérêt général aussi pour la société. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de cas, je ne vois pas de cas théorique où les administrateurs ne pourraient pas être utiles. Ils seraient carrément inutiles et qu'on ferait mieux de les mettre de côté. Mais encore là, ça demande beaucoup de tact parce qu'il peut y avoir énormément de stress, tant chez la direction que chez l'actionnaire, et il faut agir avec doigté et non pas dans la confrontation. Je dirais, là, ça, c'est sûr que toute confrontation à ce moment-ci est vraiment à proscrire, mais qu'il faut quand même essayer de convaincre la direction d'être tenue au courant pour qu'on puisse exercer notre responsabilité légale d'administrateur. C'est un grand défi. J'entends l'avocat à la retraite dans votre réponse aussi. J'en profiterai peut-être parce que Josée Morin nous remercie d'avoir répondu à ces questions et elle en profite pour dire que c'est intéressant aussi de féliciter la direction et d'offrir un soutien moral, s'assurer que tout le monde va bien. Alors, c'est peut-être une solution aussi quand on cogne et on dit est-ce qu'on peut, comment ça va bien, comment vous travaillez, on vous félicite. Par ailleurs, peut-on avoir une petite réunion? Il y a peut-être une manière de l'aborder. Josée a tout à fait raison et c'est ce que j'essayais de communiquer. La façon d'interagir avec des personnes qui sont sous grand stress compte beaucoup. Hein? Il faut le faire avec le doigté et en termes d'offre de support plutôt qu'en termes de dire « Hey, là, je m'empêche d'exercer mon pouvoir ». Ça, c'est pas la bonne approche. Donc, en jumelant les deux, ce serait porteur. Peut-être qu'il est déjà 58. Michel, peut-être une dernière question. En fait, j'aurais fait la même chose que la semaine passée. Je vous garde une question philosophique. En dernier, on en a encore plusieurs qui n'ont pas été répondues, malheureusement. On va en prendre une dernière. Les forces de l'inertie sont parfois très fortes. Nous sommes présentement au cœur de la crise et disposés. L'ouverture est là pour le changement, mais au terme de celle-ci, les organisations et la société aura-t-elle, selon vous, la discipline pour poursuivre l'évolution rapide et pourrait-elle être tentée de revenir vers les modèles connus et les modèles sécuritaires? Écoutez, c'est certain que la tentation de beaucoup de personnes va être de se remettre les pieds dans les bonnes vieilles pantoufles, mais je pense qu'il va y avoir des changements qui vont être permanents et qui vont s'imposer. Tout comme, par exemple, après le septembre 2001, il y a eu des changements qui sont intervenus, bon gré, mal gré. Alors, ceux qui ont fait bon gré ont eu plus de facilité que ceux qui ont fait mauvais gré. Alors, moi, je pense que les organisations qui veulent croître et se développer dans le futur ont tout avantage à essayer de voir quels sont les éléments positifs avec lesquels on peut construire notre avenir en tirant des leçons de ce qu'on vit pour être plus fort après. Je pense que si, encore une fois, quelqu'un croit qu'on va pouvoir retourner au bureau ou à l'usine puis simplement ouvrir mettre la clé, j'allais dire, de réouvrir en appuyant simplement sur un bouton, je pense que c'est une erreur et ça serait une opportunité manquée. Les forces d'inertie, c'est sûr, existent, mais les forces dynamiques d'administrateurs convaincus qu'ils peuvent infléchir le cours des événements pour le futur, ça va être la clé, selon moi, pour la pérennité de ces organisations et leur développement futur. J'adore le mot de la fin que vous venez d'utiliser. Je pense effectivement que nous avons, comme administrateurs, la clé, une des clés importantes de ce qui s'en vient. Il ne faut pas qu'on hésite à jouer ce rôle-là, effectivement. C'est ce que moi, je vais mettre dans mon petit bagage aujourd'hui. Réflexion, même chose la semaine passée, je vous avais invité à prendre quelques minutes pour prendre des notes sur ce que vous amenez avec vous à la suite de cet échange, de ce précieux échange avec Michel. Merci, quelle sagesse! C'était toujours agréable d'entendre parler un homme comme vous. Bien, ça a été très agréable de collaborer et puis, bien, bonne chance à tous les participants. Je le réitère, les administrateurs, nous allons avoir un grand rôle à jouer dans le développement futur. Alors, bonne chance et puis à bientôt. Merci infiniment. Prenez soin de vous, tout le monde, et au plaisir de vous revoir sous peu.